Claire Balva, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation du Journal du Coin dans le cadre de Surfing Bitcoin 2022. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement, même si on commence à te connaître dans l'écosystème quand même? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Claire Balva. J'ai cofondé en 2015 un cabinet de conseil qui s'appelle Blockchain Partner, qui est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises sur les sujets crypto, blockchain, Web3 en général. Et on a intégré ce cabinet au sein de KPMG France, qui est une très grande entreprise de conseil et d'audit l'année dernière, en 2021. Et donc notre métier, c'est de donner de l'expertise aux grandes entreprises sur les sujets, alors c'est des sujets assez variés, mais qui vont de Bitcoin jusqu'au web décentralisé. Donc, qu'est-ce que recherchent les entreprises quand ils viennent vers toi? C'est lancer une solution blockchain, c'est avoir de la trésorerie en crypto-monnaie. Alors, c'est assez varié. C'est varié, j'imagine. Et puis, ça varie aussi selon les années, selon les hypes qu'on peut avoir. Mais donc, par exemple, là, sur les derniers mois, nous, on a eu pas mal de clients dans le monde de la grande distribution ou alors de la cosmétique, du luxe, qui voulaient lancer des NFT, qui s'intéressaient au métaverse. C'est d'actualité. Mais... voilà, exactement. Et du coup, dans ce cadre-là, nous, on peut les aider à la fois sur leur stratégie pour réfléchir à ce qu'ils doivent lancer, mais aussi sur toute la partie opérationnelle et technique, c'est-à-dire sur quelle blockchain je vais, par exemple, comment je m'assure que techniquement, il n'y a rien qui va foirer, quelles conséquences comptables, quelles conséquences juridiques. Pour une grande entreprise, en fait, c'est assez compliqué de détenir de la crypto. Il y en a quand même qui ont des entreprises qui ont de la trésorerie. Alors, il y en a, mais souvent, ce que je remarque, c'est que c'est plus par opportunité ou plutôt par nécessité opérationnelle. C'est-à-dire que, par exemple, je veux lancer du NFT ou je veux faire un paiement très rapide. Bon, je vais acheter de l'Ether, je vais acheter du stablecoin. Mais c'est pas une stratégie. Je vois pas encore beaucoup en France de grandes boîtes qui investissent sa trésorerie dans Bitcoin ou d'autres cryptos. Et quand tu rencontres des COMEX, des équipes, comment le sujet en fait est reçu? Tu pars sur le prisme blockchain, tu pars sur le prisme crypto-monnaie. J'imagine que avec tous les pensées véhiculées, c'est plus ou moins compliqué. Alors, on part de moins en moins par le prisme blockchain. Ça peut encore arriver, mais c'est très rare. Donc ça veut quand même dire qu'il y a une forme de maturité qui s'est mise en place dans les entreprises. Donc tu vois une évolution depuis Très clairement, c'est devenu beaucoup plus acceptable de parler de crypto. Donc nous, on en profite parce que nous, on est convaincus que la blockchain toute seule sans crypto, ça n'a aucun intérêt. Donc après, tu t'adaptes en fait à ton interlocuteur. Et donc selon le niveau de connaissance de la personne que tu as en face, selon si c'est, je sais pas, la direction informatique ou la direction financière ou la direction générale, tu leur parles pas exactement de la même manière. Mais souvent, dans une assemblée, tu auras toujours de tout. C'est-à-dire que tu auras toujours des gens qui sont très sceptiques, des gens qui ne connaissent rien, des gens qui pensent connaître, qui ont déjà leur avis, et puis 2-3 passionnés de temps en temps qui ont déjà un avis assez positif. Et qui vont être à fond. Exactement. Comment tu fais justement vis-à-vis de ce scepticisme? Ça fait des années que tu travailles dans le secteur, tu dois faire face toujours au même poncif. Comment tu fais pour tout simplement continuer à être dans la pédagogie, une approche petit à petit? En fait, ce qui est assez facile quand on a fait beaucoup, c'est que c'est toujours les mêmes questions. C'est toujours les mêmes remarques. Donc, toujours les mêmes sujets, blanchiment, écologie. T'as rien de très original. Et donc, après, il faut prendre un peu sur soi, rester calme. Mais c'est pas problématique parce que souvent, les gens qui posent ces questions, c'est aussi des gens qui ont des craintes tout à fait légitimes, qui ont lu des choses un peu négatives dans la presse. Et donc, même si toi, ça peut t'agacer parce que tu sais finalement ce qu'il y a derrière, eux, ça part pas forcément d'une méchanceté ou d'un a priori très négatif. Bien sûr. Juste y aller calmement. Je pense que si tu as parlé des sujets crypto à tes parents, ils ont dû aussi, à un moment donné, avoir ces... Oui, mais bon, il y a toujours les mêmes choses qui reviennent toujours. Et puis, c'est vrai que c'est compliqué de... En fait, le sujet, et c'est aussi la suite de ma question, c'est que tu es une habituée des débats qui soient télévisés ou radio, au même titre que Alexandre, qu'on a interviewé, Stachenko, qu'on a interviewé ce matin. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que dans ces débats, on te confronte à quelqu'un qui a pas le même avis que toi sur les crypto-monnaies, la blockchain. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, sur un format d'1 heure, on balance un petit peu toutes les infos et tous les clichés, tous les poncifs. Et on en ressort avec un téléspectateur ou un auditeur qui est un peu noyé dans tout ça et qui, lui, ne peut pas voir en fait la complexité du sujet. Donc, est-ce que tu peux... Oui, tu mets beaucoup moins de temps à dire quelque chose de faux qu'à bien sûr, montrer, quoi. Bien sûr.
Mais ça, c'est valable sur la crypto, c'est valable sur tous les sujets. En fait. Et effectivement, quand tu as beaucoup réfléchi à un sujet et que tu es quasiment militant, souvent tu vois des pensifs partout, tu vois des raccourcis partout. Et donc, ça peut rendre aigri. Et ça demande effectivement un travail sur soi-même pour être... pour toujours rester calme, parce que finalement, les fois où tu t'emportes, c'est complètement contre-productif. Bien sûr. Et finalement, c'est en restant calme et puis c'est en continuant à poser les arguments que tu accultures aussi de plus en plus de monde. Et moi, je le vois aujourd'hui, même dans la presse, il y a de plus en plus, par exemple, de journalistes qui ont compris beaucoup de choses, qui ont compris des choses sur le fonctionnement, alors qu'ils ne sont pas forcément pro-crypto pour autant. Hein. On peut avoir compris le fonctionnement sans être idéologiquement pro-crypto. Mais ça permet aussi un traitement de l'information qui est plus juste et plus complet. Mais la difficulté aussi, c'est de ne pas tomber dans des formats, je pense, qui sont parfois trop courts sur ce sujet et qui, en fait, on est sur un sujet qui nécessite un minimum de temps pour développer. Donc la difficulté, c'est que des fois, voilà, moi j'ai des proches, voilà, mes parents qui me disent j'ai entendu 30 minutes parler sur les cryptos. Bah oui, mais en 30 minutes, on parle de blanchiment, d'écologie, donc tous les sujets y vont. Et voilà, c'est un peu. Ouais, et puis après, tu as un autre problème, mais encore une fois, pas spécifique à la crypto. C'est que souvent, les vrais experts sont aussi des gens qui travaillent dans le secteur. Ouais. C'est très compliqué. Il y a eu un gros débat. Voilà, c'est très compliqué de trouver des gens qui sont très experts et qui ne travaillent pas dans le secteur. Parce que par définition, quand tu travailles dans le secteur, tu passes toute ta vie à faire ça. Et donc, tu atteins un niveau d'expertise qui est plus important que quand tu n'es pas dedans. Et donc, ce qui est reproché par une partie, en fait, c'est aussi un certain conflit d'intérêts. Mais finalement, on se rend compte que les connaissances sont souvent chez ces personnes. Donc, comment réussir à trouver le... Oui. Là, personne n'a trouvé la solution, mais il y a les mêmes débats sur d'autres industries. Bien sûr. Donc, souvent, la meilleure solution, c'est d'avoir plusieurs personnes autour de la table, des personnes de l'industrie, des personnes qui ne sont pas dedans. Mais il faut éviter, effectivement, d'avoir autour de la table des gens qui ne connaissent absolument pas le sujet. Et j'ai vu beaucoup cet écueil sur Bitcoin et sur les cryptos, d'inviter des économistes en se disant c'est un sujet d'argent, les économistes doivent connaître, alors qu'en fait, un économiste, il ne peut connaître les cryptos que s'il s'est vraiment renseigné dessus. Bien sûr. Ça demande des centaines d'heures de travail. Voilà, ça demande des heures de travail. Tu travailles donc dans le secteur crypto. Est-ce que tu sens que tes activités sont impactées par la volatilité des marchés ? Qu'est-ce que c'est en fait de travailler dans un secteur aussi dépendant de ce marché ? Et puis, est-ce que tu trouves un intérêt auprès de tes clients plus important lorsque le marché est haussier ? Est-ce que, à l'inverse, en marché baissier comme en ce moment, c'est moins le cas ? Alors, ça a des conséquences, mais je pense que ces conséquences sont beaucoup moins fortes pour nous qu'elles ne peuvent l'être, par exemple, pour une plateforme d'échange. Bien sûr. Parce que nous, on travaille ou un média comme vous, voilà. Et donc, nous, on travaille pour des grandes entreprises pour lesquelles les cycles de décision, quand elles achètent une mission, sont de 3, 6 mois, voire 9 mois. Quoi. D'accord. Donc, si tu veux, nous, quand on voit une baisse du marché ou une hausse du marché, souvent, la dynamique pour nous, déjà, elle se fait ressentir plutôt 6 mois après. Donc, déjà, il y a une inertie. Et puis ensuite, c'est pas parce que le cours baisse de 50% que les entreprises, elles arrêtent leur projet. Bien sûr. En général, elles ont quand même pas mal réfléchi au sujet. Et donc, tu as quand même des réflexions de fond qui continuent. Maintenant, forcément, quand tu as un engouement médiatique, c'est beaucoup plus facile pour les gens qui sont passionnés dans les boîtes de vendre leur projet à leur patron que quand les cours se sont effondrés. Donc oui, il y a des conséquences. Mais effectivement, nous, on a tendance, par exemple, à recruter en période de bull market, en début de bull market, voire même pendant tout le bull market. Ouais. Mais effectivement, à partir du moment où le bear market arrive, et là, c'est ce qu'on a fait, on a arrêté de recruter il y a 3-4 mois, parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir un peu moins d'activité. Des temps incertains. Voilà, qu'on va plutôt se remettre à recruter. J'ai l'impression que l'écosystème crypto est un peu à un moment charnière au niveau de décentralisation, au niveau de la régulation, au niveau des menaces de censure aussi. Toi qui as un regard affûté sur l'écosystème depuis de nombreuses années, comment tu analyses la période actuelle et comment tu vois les choses pour les mois à venir et années à venir ? Effectivement, la régulation, alors on savait qu'elle allait s'accentuer, qu'elle allait se mettre en place, donc il n'y a pas non plus beaucoup de surprises, même si on aurait pu espérer des choses un peu différentes, notamment avec Mika. Moi, je n'ai pas été extrêmement surprise par le fait qu'on ait une réglementation stricte qui se mette en place. Donc pas beaucoup de surprises de mon côté. Je pense que ça va continuer. Hein, on peut ne pas le souhaiter. Alors moi, je trouve que moi, je suis pas du tout opposée à la réglementation et je trouve ça plutôt bien qu'on ait une réglementation assez stricte sur certains aspects. Par contre, pour moi, plus la réglementation est stricte, plus elle doit être complétée par des mesures pro-souveraineté et pro-business pour éviter de pénaliser les acteurs sur place.
Et finalement, en Europe, on se rend compte qu'on n'a pas la même approche. On en discutait hier avec Pierre Persson. On n'a pas la même approche que d'autres régions du monde. Alors l'Asie, les États-Unis. Comment tu l'expliques toi? Enfin, est-ce que tu... En fait, on voit ça sur plein de technos. Hein. C'est pas que sur la crypto. On voit qu'aux États-Unis, il y a un appétit au risque qui est plus fort, avec plus d'investissement aussi dans les entreprises assez tôt. En Europe, on a un régulateur qui veut se dépêcher beaucoup plus. Pour protéger le consommateur, protéger le citoyen. Alors, l'Asie, je connais moins, donc je ne vais pas forcément m'exprimer dessus, mais voilà, pour moi, il n'y a rien de spécifique à la crypto là-dedans. Hein. On est juste en train de vivre ce qu'on a déjà vécu sur d'autres technos et sur d'autres situations. Ouais. L'enjeu, c'est d'éviter de recommencer les mêmes erreurs qu'on a pu faire pour Internet, par exemple. Oui, bien sûr. Mais ça, on l'a dit, tu vois, nous, on le répète depuis des années. Hein. Et en fait, on a beau le répéter, et c'est assez frustrant d'ailleurs, hein, parce que nous, on répète ça depuis des années et on voit pourtant se dérouler sous nos yeux exactement la même chose. Et je trouve ça très problématique parce que d'un point de vue souveraineté, là, non seulement on a nos données numériques qui sont quand même largement à l'étranger par des grands groupes étrangers, principalement américains, mais là, demain, si on a une adoption des crypto-monnaies qui se poursuit et qu'on a les actifs, la monnaie des Européens qui est détenue par des custodians et par des plateformes d'échange qui ne sont pas sur le sol européen, le problème de souveraineté, il est démultiplié. Quoi. Bien sûr, on a le sujet du stablecoin euro lancé par Circle, par exemple aussi, qui est un autre aspect. Mais, merci beaucoup Claire Balva, c'était très intéressant. Et puis à très bientôt sur la chaîne du Journal du Coin. Merci beaucoup.